La maison des jeux du sort. Les habitants de Little Hangleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort, même s'il y avait de nombreuses années que la famille Jeux du sort n'y vivait plus. Elle se dressait au sommet d'une colline dominant le village. Certaines de ses fenêtres condamnées par des planches, le toit dépourvu de tuiles en plusieurs endroits, la façade envahie d'un lierre épais qui poussait en toute liberté. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais, à présent, la maison des Jeux du sort n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée, déserte. Les villageois s'accordaient à dire que la maison faisait froid dans le dos. Un demi-siècle plus tôt, un événement étrange et terrifiant s'y était produit. Quelque chose que les plus anciens du village se plaisaient encore à évoquer lorsqu'il n'y avait rien de plus récent pour alimenter les potins. L'histoire avait été racontée tant de fois, enjolivée si souvent, que plus personne n'aurait su dire où était vraiment la vérité. En tout cas, toutes les versions du récit commençaient de la même manière. 50 ans plus tôt, à l'aube d'une belle matinée d'été, alors que la maison de la famille Jeux du sort était encore une imposante résidence soigneusement entretenue, une servante était entrée dans le grand salon et y avait trouvé les cadavres des 3 Jeux du sort. La servante s'était précipitée au village et avait alerté à grands cris tous ceux qu'elle rencontrait sur son passage. Ils sont allongés par terre, les yeux grands ouverts, froids comme la glace, encore habillés pour le dîner. On avait appelé la police et tout le village de Little Hangleton avait bouillonné d'une curiosité indignée et d'une excitation mal déguisée. Personne, cependant, n'avait gaspillé sa salive à déplorer la disparition des Jeux du sort qui n'avaient jamais suscité une grande sympathie alentour. Monsieur et Madame Jeux du sort, un couple âgé, étaient riches, arrogants, mal élevés, et leur fils, déjà adulte, Tom, se montrait encore pire que ses parents. Tout ce qui importait aux villageois, c'était de connaître l'identité du meurtrier. Le crime ne faisant aucun doute, car 3 personnes apparemment en bonne santé n'auraient pu mourir subitement de mort naturelle le même soir. Au pendu, le pub du village, le commerce avait bien marché ce soir-là. Tout le monde s'y était rassemblé pour parler du triple meurtre.
et personne n'avait regretté d'avoir abandonné son fauteuil au coin du feu lorsque, en plein milieu des conversations, la cuisinière des jeux du sort avait fait une entrée spectaculaire pour annoncer à l'assistance, soudain silencieuse, qu'un homme du nom de Frank Brice venait d'être arrêté. « Frank ?» s'étaient écriés plusieurs clients. « C'est impossible ! Frank Brice était le jardinier des jeux du sort. Il vivait seul dans une maisonnette délabrée située dans le domaine qui entourait le manoir. Frank était revenu de la guerre avec une jambe raide et une profonde aversion pour la foule et le bruit. Depuis, il travaillait au service des jeux du sort. Tout le monde s'était précipité pour offrir à boire à la cuisinière et obtenir d'autres détails. « J'ai toujours pensé qu'il était bizarre, » avait-elle dit au villageois pendu à ses lèvres après avoir vidé son 4e verre de xérès. Pas très aimable, pour tout dire. Je crois même qu'il ne m'est jamais arrivé de lui offrir la moindre tasse de thé. Il ne voulait pas se mêler aux autres. Jamais. Faut le comprendre, avait dit une femme accoudée au comptoir. Frank, il a beaucoup souffert pendant la guerre. Maintenant, il aime bien être tranquille. Ce n'est pas pour ça qu'il aurait... Et qui donc possédait la clé de la porte de service ? L'avait interrompu la cuisinière. Il y a toujours eu une clé de cette porte dans la maison du jardinier. Personne n'a forcé la serrure la nuit dernière. Il n'y a pas de carreau cassé. Tout ce que Frank a eu besoin de faire, c'était de se glisser dans la maison pendant qu'on était tous en train de dormir. Les villageois avaient alors échangé de sombres regards. Moi, je lui ai toujours trouvé l'air mauvais, avait grogné un homme au comptoir. La guerre lui a fait un drôle d'effet. Si vous voulez mon avis, avait ajouté le patron du pub. Je te l'ai souvent dit que j'aimerais mieux ne jamais l'avoir contre moi. Pas vrai, Dot ? Avait lancé une femme surexcitée assise dans un coin. Un caractère épouvantable, avait approuvé la dénommée Dot en hochant vigoureusement la tête. Je me souviens, quand il était petit. Le lendemain matin, il n'y avait quasiment plus personne à Little Hangleton pour douter que Frank Brice fût bel et bien l'assassin des jeux du sort. Mais dans la ville voisine de Great Hangleton, dans le poste de police sombre et miteux où il était interrogé, Frank répétait obstinément, inlassablement, qu'il était innocent et que la seule personne qu'il avait vue s'approcher de la maison, le jour de la mort des jeux du sort, était un jeune homme pâle, aux cheveux bruns
étrangère au village. Personne d'autre n'avait vu ce garçon et la police était persuadée que Frank l'avait tout simplement inventé. Puis, au moment où la situation devenait vraiment grave pour Frank, les conclusions de l'autopsie pratiquée sur les cadavres des jeux du sort étaient arrivées et avaient tout bouleversé. La police n'avait jamais lu un rapport aussi étrange. Une équipe de médecins légistes avait examiné les corps et en avait conclu qu'aucun des 3 membres de la famille Jeu du sort n'avait été ni empoisonné, ni poignardé, ni tué avec une arme à feu, ni étranglé, ni étouffé. Apparemment, personne ne leur avait fait le moindre mal. Pour tout dire, concluait le rapport, sur un ton qui ne cherchait pas à dissimuler la stupéfaction de ses auteurs, les jeux du sort paraissaient en parfaite santé, en dehors du fait qu'ils étaient morts. Les médecins notaient toutefois, comme s'ils avaient voulu à tout prix trouver quelque chose d'anormal, que les jeux du sort avaient tous les 3 sur le visage une expression de terreur. Mais, comme l'avaient fait remarquer les policiers passablement contrariés, qui donc avait jamais entendu dire qu'on puisse provoquer la mort simultanée de 3 personnes en se contentant de leur faire peur? Comme il n'existait aucune preuve d'assassinat, la police avait dû relâcher Frank. On avait enterré les jeux du sort dans le cimetière de Little Hangleton, derrière l'église, et leur tombe était restée pendant longtemps un objet de curiosité. À la grande surprise de tous, et dans une atmosphère de suspicion, Frank Brice était retourné vivre dans sa maisonnette sur le domaine qui entourait la résidence des Jeux du sort. Si vous voulez mon avis, c'est lui l'assassin, et je me fiche bien de ce que dit la police, avait commenté Dot au pub du Pendu. Et s'il avait un peu de décence, il partirait d'ici. Il sait bien que tout le monde est au courant que c'est lui qui les a tués. Mais Frank n'était pas parti. Il avait continué à s'occuper du jardin pour le compte de la famille qui avait racheté la maison des Jeux du sort, puis pour la famille qui lui avait succédé, car personne n'y restait bien longtemps. Peut-être était-ce en partie à cause de Frank que chaque nouveau propriétaire affirmait se sentir mal à l'aise dans cet endroit qui, en l'absence d'occupants, avait commencé à tomber en ruine. Le riche propriétaire, qui possédait à présent la maison des Jeux du sort, n'y habitait pas et ne la destinait à aucun usage,
Dans le village, on disait qu'il la gardait pour des raisons fiscales, même si personne ne savait exactement ce que cela pouvait bien signifier. En tout cas, il continuait de payer Franck pour s'occuper du jardin. Franck approchait à présent de son 77e anniversaire. Il était sourd et sa jambe était devenue plus raide que jamais. Pourtant, les jours de beau temps, on le voyait encore s'affairer autour des massifs de fleurs, même si les mauvaises herbes commençaient à l'emporter sur lui. Les mauvaises herbes n'étaient d'ailleurs pas le seul souci de Franck. Les enfants du village avaient pris l'habitude de jeter des pierres dans les carreaux de la maison des jeux du sort et roulaient à bicyclette sur les pelouses que Franck s'efforçait d'entretenir avec tant de constance. Une ou deux fois, par défi, ils étaient même entrés dans la maison en forçant la porte. Ils savaient que le vieux Franck était très attaché au domaine et ils s'amusaient beaucoup à le voir traverser le jardin en boitant, un bâton à la main, hurlant contre eux de sa voix rauque. Franck, pour sa part, pensait que les enfants s'acharnaient ainsi contre lui parce que, comme leurs parents et leurs grands-parents, ils le prenaient également pour un assassin. Aussi, lorsque le vieil homme se réveilla une nuit du mois d'août et vit que quelque chose de très bizarre se passait dans la vieille maison, il crut simplement que les enfants avaient franchi un pas de plus dans leur tentative de le punir du crime qu'il lui attribuait. Ce fut la jambe raide de Franck qui le réveilla. Elle lui faisait de plus en plus mal dans ses vieux jours. Il se leva et descendit l'escalier en claudiquant, dans l'intention d'aller à la cuisine remplir à nouveau sa bouillotte d'eau chaude pour soulager la douleur de son genou. Debout devant l'évier, pendant qu'il faisait couler l'eau dans la bouilloire, il leva les yeux vers la maison et vit une lumière scintiller derrière les plus hautes fenêtres. Franck devina tout de suite ce qui devait se passer. Les enfants étaient à nouveau entrés dans la maison et, à en juger par cette lueur tremblotante, ils avaient allumé un feu. Franck n'avait pas le téléphone et, d'ailleurs, il s'était toujours méfié de la police depuis qu'elle l'avait accusé du meurtre des jeux du sort. Il posa la bouilloire, remonta l'escalier aussi vite que le lui permettait sa jambe raide, puis redescendit dans la cuisine après s'être habillé et avoir pris une vieille clé rouillée, pendue à un crochet près de la porte. Au passage, il saisit sa canne posée contre le mur et sortit dans la nuit.